Ouais, bonjour tout le monde, et merci d'être là pour ce dernier rendez-vous matinal de la semaine de l'URBA-EA. Donc on arrive à la dernière étape là, de notre parcours. Ça, depuis lundi en fait, vous êtes nombreux à rejoindre ce point matinal. Donc on va le terminer avec le chantier du cadrage de la refonte de la trame des activités d'AE. Donc, à deux voix avec Jérôme, on va faire un point d'étape sur nos travaux. Tout d'abord, donc, repositionnez-vous rapidement les modalités de travail. Donc, on est encore en route là. On est en train de finir, je dirais, tous nos ateliers préparatoires d'identification des impacts, des changements à prévoir. Et on aura donc un atelier de consolidation en septembre. Donc, pour mémoire, se remémorer donc, la trame des activités de l'architecture d'entreprise, avec une vue d'ensemble, avec une épine dorsale en bleu sur tous on va dire les travaux de fond de l'architecture, définir l'architecture de référence. Donc, c'est là notamment qu'on a toute la dimension on va le revoir en détail, je vais commenter directement sur la vue détaillée. Donc, la partie architecture de référence en bleu plus foncé, donc tout ce qui est autour des plans de transformation, des principes, règles d'architecture, mais aussi la capacité à mener des études ou des proof of concept. En bleu intermédiaire, donc la dimension fondation d'information donnée, donc toutes les problématiques de référentiel ou de standards d'échange. La partie fondation applicative, donc tout dispositif applicatif mutualisé pour l'ensemble des métiers, du single sign-on, l'identity access management, des choses de ce type-là. Et puis l'articulation avec les travaux d'infrastructure technique. Et la partie en bleu clair, donc fondamentale, la participation au projet, soutenue par des activités de support, donc principalement bien évidemment le sujet de la cartographie et de la gestion de connaissances du SI, mais aussi des questions méthodologiques, de développement de compétences ou de communication, et puis toute une partie de pilotage avec un point fondamental qui est finalement le pilotage du SI existant, en tout cas la contribution au pilotage du SI existant avec la prise en charge de la gouvernance du patrimoine applicatif. Et puis ensuite, donc, la contribution aussi à la gestion des portefeuilles projets, c'est aussi une dimension de pilotage tournée vers le futur fondamentale, mais la participation au comité d'arbitrage sur les évolutions stratégiques du SI, donc ça c'est aussi en lien avec les plans de transfo ou le pilotage des activités d'AE en eux-mêmes. Donc le propos de cette trame qui avait été développée entre fin 2015 et 2016, sur 2 ans, c'est de donner un cadre méthodologique léger en tant que tel. On n'a pas vocation au sein de club à faire de la méthode de façon approfondie, mais on avait souhaité à cette époque-là cadrer le terrain de jeu de l'architecture d'entreprise. Bon, on est sur un champ de travail, comme vous le savez tous, qui est particulièrement large, qui est en lien avec beaucoup de parties prenantes au sein de l'entreprise. Et donc, ça permet de donner l'ampleur globale du terrain de jeu. Ensuite, selon les entreprises, selon les niveaux de maturité, on adresse plus ou moins les différentes cases d'activités qui sont représentées là-dedans. Quand on parle de révision de la trame des activités de l'AE, ce n'est pas simplement de refaire un schéma, c'est tout un guide d'usage de cette trame, donc qui, d'une part, pose des éléments de cadres fondamentaux, ce qu'on appelait le modèle de référence, le fameux modèle en couche, des différentes visions du système d'information, bon, la trame elle-même, mais aussi, bien évidemment, chacune de ces activités est sous-tendue par une fiche qui la décrit de façon synthétique, ça c'était volontaire, et qui laisse la porte ouverte d'ailleurs en termes d'articulation avec d'autres méthodes qui viennent nourrir la façon de réaliser ces activités dans le détail. Le propos de cette trame et de ce guide n'étant pas de fournir des méthodos de conception détaillés ou des méthodos de pilotage détaillés. Il y a d'autres outils qui existent dans la profession et qui font ça très bien. Donc on cherche plutôt à s'articuler avec d'autres méthodes dès que c'est possible. Ensuite, il y a tout un volet aussi qui est intéressant dans le guide, qui est plutôt sur l'utilisation de la trame, avec d'une part des cas d'usage qui visent à faciliter finalement les points de repère
en fonction de contexte, de cas d'usage, comme le nom l'indique, quelles sont les activités qui vont permettre de soutenir des besoins nécessaires à ce cas d'usage, à ce use case. Et puis aussi, être capable de mieux porter des argumentaires auprès de différents acteurs en termes d'apport de valeur de l'architecture d'entreprise. Donc là, il y a cinq contextes particuliers, on les reverra tout à l'heure. Et là aussi, on donne des guidelines pour s'aider avec la trame et ses ressources pour mieux porter des éléments d'argumentaire sur l'apport de valeur de l'architecture d'entreprise. Et puis le dernier chapitre, c'est une articulation plus détaillée avec des frameworks proches et essentiels, donc COBIT, TOGAF bien entendu, mais aussi le cadre commun d'urbanisation du SI de l'État. Le propos du projet, donc on est tous, je pense, au sein du club conscients que les choses ont largement évolué depuis la réalisation de cette trame des activités, ont largement évolué dans la profession des systèmes d'information et pour l'architecture d'entreprise. Donc on souhaite réviser donc, cette trame des activités d'architecture d'entreprise. C'est un projet qui va être assez important dans tous les sens du terme, bon, à la fois par ses enjeux, mais par le travail à mener. Et donc cette année, on est dans une étape préliminaire donc de cadrage de cette refonte. On n'est pas dans la refonte en elle-même. Et on souhaite avoir donc une forme de guideline, de cahier des charges assez détaillé pour organiser donc ces travaux de refonte en 2021. Donc en restant conforme aux enjeux du Club Urbain EA, donc j'en ai donné certains, hein, cette dimension agnostique par rapport à tout un ensemble de méthodes, cette dimension de synthèse, de clarté. Donc on ne cherche pas à faire un TOGAF bis, on cherchera encore bien évidemment à s'articuler avec TOGAF, mais on ne cherche pas à faire un corpus de ressources aussi détaillé que le TOGAF, ce n'est pas le propos. Rester clair sur les enjeux de l'architecture d'entreprise, je dirais à la façon, avec l'état d'esprit du club, et donc rester. Bon, ça reste bien évidemment sur des concepts, mais surtout rester très pragmatique, ça aussi c'est l'esprit du club, et non dogmatique. Donc effectivement, on identifie les livrables, on n'explicite pas forcément la façon de les réaliser, comme je le disais, et on est compatible avec des référentiels méthodos plus complets. Je te passe la main, Jérôme. Sachant que ceux qui veulent en savoir plus, on avait fait aussi un webinaire introductif de la trame où voilà, Michel vient de vous en dire quelques mots en 5 minutes. On a fait un webinaire qui doit durer une demi-heure et dont le replay est disponible sur le site du club. Donc, si vous voulez vous remettre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas. Ce que je me demandais, Jérôme, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de le dérouler, excuse-moi de te perturber. Je ne sais pas si... La trame, Michel vient de vous en présenter un peu tout le sujet et le sujet de... Enfin, et quand Michel dit que c'est un projet entre guillemets important, c'est qu'il y a aussi beaucoup de paramètres en compte et l'idée, c'est de réussir à les traiter en 2021 et donc de bien définir le cadre de travail. Donc là, on se structure de manière... Cette année, on a travaillé d'abord sur les inducteurs. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous faire réagir un petit peu sur le reste. Mais aujourd'hui, là, je vous parle 5 minutes des inducteurs. Donc, on a les inducteurs, on les a classés par famille. Alors, ce qu'on a appelé au départ sujet externe et qui, vous allez le voir après, change un peu de nom. C'est en fait tous les sujets qui sont externes au sens externe au cœur de métier de l'architecte et qui viennent comme des contraintes ou comme des paramètres à prendre en compte. Donc, un des paramètres de base, c'est évidemment l'alignement métier en termes de besoins, en termes de solutions, et aussi tout ce qui concerne l'écosystème de l'architecte. Et donc, en fait, il va falloir travailler sur prendre en compte le fait que les besoins et les solutions évoluent vite, que l'architecte d'entreprise doit se positionner en tant que conseil auprès des métiers, mais également auprès des équipes techniques. S'adapter à la culture des interlocuteurs qui évolue, qui s'intéressent des fois aux solutions, de plus en plus. Les métiers s'intéressent de plus en plus aux solutions. Les développeurs sont dans des mondes où ils pensent avoir plus d'autonomie et on leur laisse plus d'autonomie. Ils sont en contact en direct avec les métiers. Donc ça change vraiment les façons de travailler. Et on s'oriente aussi de plus en plus vers des approches type architecture as a service, hein, ce qui rejoint un peu le sujet, l'architecte en tant que conseil. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça va être en lien aussi avec les sujets de posture qu'on va voir tout à l'heure.
Évidemment, dans ces sujets externes, il y a tout ce qui est cadre réglementaire. Il y a eu une forte multiplication des réglementations sectorielles. Dans les grands groupes, on a des réglementations internes. Le club a fait il y a 15 jours un point sur les RGPD qui a vraiment fait beaucoup bouger les lignes. Tout ça, c'est des contraintes, mais pour l'architecte, c'est potentiellement des opportunités. Et il ne peut pas non plus avoir tout savoir sur tous ces sujets-là. Donc l'idée, dans la révision de la trame, c'est de développer les parties ou les savoir-faire ou les activités pour montrer que l'architecte doit s'appuyer sur les bonnes compétences, soit les développer lui-même, soit s'entourer des bonnes personnes, quoi. Un peu la même chose sur le domaine des risques, de la conformité, de la sécurité. S'appuyer sur les bonnes compétences pour être capable d'intégrer tout ce qui est sécurité numérique, conformité, security by design, DevSecOps, besoin en plan de continuité d'activité, et deux sujets qui sont un petit peu à part et il faut bien mesurer la conséquence. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des structures qui sont de plus en plus innovantes. Il ne faut pas freiner l'innovation, mais et en même temps, il faut encadrer l'innovation. Et quand on innove et qu'on essaye de tester de nouvelles solutions, on prend des risques. Voilà, quand on laisse tomber un certain nombre de sujets, notamment dans les démarches agiles, on acquiert une dette technique qu'on a du mal à résorber et ça pose des risques aussi. Qu'est-ce qu'on fait des risques associés à cette dette technique? Donc c'est là-dedans qu'on positionne ces éléments-là. Après, on a une deuxième famille, la famille data, dans laquelle on a travaillé sur 4 sous-familles. La partie maîtrise de la data, c'est vraiment c'est tout ce qui est description de la donnée et l'organisation qui va autour. Donc là, aujourd'hui, le guide d'entretien et la trame étaient assez faibles sur le sujet. Il faut redécrire les éléments associés à l'intégration des contraintes métiers, les éléments d'architecture, les éléments d'organisation, de gouvernance. Tout ça, c'est des choses qui sont à réintégrer et qui n'étaient pas existantes dans la trame. Sur la partie techno et architecture, voilà, le club a aussi beaucoup bossé depuis la trame sur tout ce qui est architecture data-centrique, avec une volonté à chaque fois d'adosser ça à des usages. Et de la même façon, il faut que l'architecte intègre ces architectures et ces usages associés dans son travail. Pourquoi on maîtrise la donnée? Pourquoi on met en place l'architecture? C'est pour mieux exploiter la data. C'est le thème de la valorisation de la data. On rejoint un peu le premier item tout à l'heure, un besoin d'accompagner les métiers pour faire de la data. Donc là, on est sur des termes très génériques, la valorisation. Soit c'est des nouveaux axes de business, soit on est sur l'amélioration de la performance, soit sur la réduction des coûts, la réduction des risques. Ça, c'est de manière très générique, mais c'est une vraie préoccupation à prendre en compte et qui était absente de la trame. Voilà. Et collaboration avec les acteurs de la data. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans l'alignement métier, intégrer la culture de ses interlocuteurs. Voilà, on a des vrais sujets data. On en a parlé mardi, puisque c'est un des sujets des projets du club aussi cette année, de traiter la diversité des approches de la data et des acteurs dans l'entreprise. C'est un vrai sujet de préoccupation, ce qui n'était pas développé dans la trame. Ça, c'est pour les 2 premières familles. On en a 3 autres qui sont les sujets technologiques, les sujets méthodologiques et autres. Autres, vous allez voir, en fait, il y a 2 sujets dans autres. Donc, les sujets technologiques sont assez classiques, on va dire. On a eu un débat assez large en disant, mais finalement, il y aura toujours des sujets technologiques. Ça fait partie même du métier de l'architecte. Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte? Et en fait, on a quand même retenu des axes de travail. Un axe de travail plateforme. Aujourd'hui, quel que soit le niveau métier applicatif technique, l'architecte doit accompagner ces approches de socle, notamment en contexte agile. En contexte agile, parce qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des équipes techniques qui vont être potentiellement se sentir en grande autonomie. Et pour autant, il faut bien maîtriser la plateforme de travail de ces équipes techniques. On va avoir la même approche sur la partie métier, voire sur les socles techniques en arrière-plan. Voilà. Et tout ça aussi dans un contexte d'entreprise étendue. Ça, c'est vraiment des inducteurs forts, en tout cas, qui ont été identifiés par le groupe de travail. Sur la partie cloud, le gros du sujet, il est quand même autour des SI hybrides qui changent l'approche de l'architecte qui doit composer avec ses SI historiques et les SI en mode SaaS, PaaS ou IaaS. Qui doit aussi, et là on fait un lien avec le dernier sujet, l'éco-responsabilité, s'assurer
de l'absence de redondance dans l'entreprise. Voilà, il y a un certain nombre de problématiques qui sont induites par le cloud et qui peuvent modifier, impacter le métier d'architecte. Dernier sujet, notamment à cause de l'IoT, on voit que l'informatique industrielle se rapproche ou débarque, comme c'est écrit là, de plus en plus dans le périmètre de l'informatique de gestion. On a une vraie convergence de ces informatiques et l'architecte qui était souvent loin de ces aspects d'informatique industrielle doit s'y intéresser aujourd'hui. Là encore, on pense que la trame était peut-être un peu faible sur ce sujet-là. Les sujets méthodologiques, c'est le sujet méthodologique. Il y a une seule ligne, mais alors pour le coup, et je pense qu'il n'y aura pas de vrai débat, l'agile à l'échelle, le DevOps, les approches produits sont des choses qui nécessitent que l'architecte remette vraiment en cause sa façon de travailler. On est sur des méthodes avec des mailles de travail qui sont beaucoup plus courtes. Et il faut réussir à travailler sur la récurrence, non des sprints, mais aussi dans l'agile à l'échelle, l'intégration de toutes les démarches à tous les niveaux de couches de l'agile à l'échelle. Les deux derniers sujets, c'est l'éco-responsabilité. Donc là, c'est un sujet que travaille le club depuis 1 an et demi maintenant, en particulier la sobriété numérique. Il y a eu un débat. Finalement, on est un peu sur sobriété numérique et éco-responsabilité. On a voulu recentrer à un moment donné sur la sobriété numérique et il se pose quand même des vrais sujets éthiques et il faudra qu'on ouvre sur la dimension éthique dans la trame. Donc ça, c'est un nouveau sujet qui va irriguer de toute façon les activités de l'architecte et donc on doit intégrer dans la trame et dans nos réflexions. Ce qui était déjà existant, c'est l'intégration des soft skills. Dans les activités que vous décrivez tout à l'heure, Michel, à chaque fois, on avait des fiches activités dans la trame qui décrivent tout ça et on avait un petit pavé qui s'appelle les plus de l'architecte, je crois, et dans lequel il y avait des éléments qui sont de l'ordre des soft skills ou des tours de patte. Et donc, comme il y a un vrai sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de l'intégration des acteurs, de l'intégration de la culture des interlocuteurs, de la démultiplication des interlocuteurs de l'architecte. Il y a aussi des vraies compétences humaines, des tours de patte, des savoir-faire, des approches qui sont à mettre en avant en redétaillant ces parties ou en faisant une partie. On ne sait pas trop comment aujourd'hui, ce n'est pas l'objet d'ailleurs de savoir, mais il y a sans doute à renforcer cette dimension-là qui était existante mais pas assez marquée sans doute dans la trame actuelle. Voilà les sujets qu'on a identifiés comme source de travail. Alors si on va encore un cran plus loin, donc là ça en fait quand même 13 items et pour aller sur la suite, pour aller un cran plus loin, la phase d'après c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut changer dans la trame au regard de ces sujets-là. Sauf que traiter tous les sujets de la trame au regard de 13, c'était compliqué. Donc, on a fait un petit travail de synthèse où de ces 13 sujets inducteurs, on en est passé à 6 familles d'inducteurs qui regroupent ça. Voilà. Et juste pour ne pas dévaloriser tout le détail, parce que là, j'ai été synthétique, mais on aurait pu faire ça en 1 heure sur les sujets inducteurs. On est allé assez loin sur la description de tous les enjeux. Donc, on a un livrable vraiment important sur les sujets inducteurs. Et donc, pour ne pas perdre cette trace-là, on a fait aussi une matrice de traçabilité qui nous permet de comprendre comment les 6 familles d'inducteurs sont liées aux 13 sujets d'inducteurs. C'était compliqué d'être synthétique sur le sujet. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, on va vous interroger un petit peu sur votre avis sur ces 6 familles d'inducteurs en vous demandant est-ce que vous pensez que ces familles d'inducteurs, concrètement et vous personnellement, elles impactent fortement votre activité dès aujourd'hui ou va l'impacter fortement demain. Voilà, donc je vous propose de passer sous klaxon. Voilà, donc il y a 6 familles d'inducteurs, il y a 6 questions. À chaque fois, on vous pose donc cette question sur est-ce que ça impacte dès aujourd'hui ou demain, ou ça va impacter. Et en dessous, vous avez une petite zone de commentaires pour dire pourquoi. Alors, on vous propose de donner la raison principale. Si vous avez 2 raisons, vous pouvez en mettre 2. L'idée, c'est de passer de 30 secondes à 1 minute maxi par question. Ce qui est intéressant aussi sur chacun de ces inducteurs, effectivement, il y a l'impact que vous pouvez déjà vivre aujourd'hui avec des pratiques
qui ont pas mal évolué, et aussi la façon dont vous vous projetez demain, donc de quelle façon ça va impacter plus fortement votre activité. Et donc on est très preneur de vos commentaires là-dessus. Et puis bon, c'est vrai que sur ces différents inducteurs, différentes familles d'inducteurs, ce qu'on a pu voir aussi dans le cadre du projet, c'est que c'est effectivement très différencié d'une entreprise à une autre, hein. Ouais, c'est complètement normal, bien évidemment. Mais voilà, les impacts tels qu'ils sont vécus, tels qu'ils sont intégrés par l'architecture sont vraiment très différents. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive un peu à se faire une conviction pour voir de quelle façon redonner un cadre qui prend un sens un peu d'ensemble, quoi. Donc, le résultat du sondage. À la première question, pensez-vous que la famille inducteur figure imposée, alors, je vous avais dit qu'elle avait un peu changé de nom, là, elle s'appelle plus contrainte externe parce qu'il y avait un débat externe en entreprise ou pas, donc on l'a appelée figure imposée de l'architecte. Est-ce que ça impacte aujourd'hui ou demain fortement votre activité? Et pour quelles raisons? Donc on a quand même 25, un quart des répondants qui disent oui très fortement, quoi, oui fortement, et 50% assez fortement, et voilà. Donc on a 100% des acteurs qui jugent que cette affirmation est saine. Et est-ce qu'on voit les commentaires? RGPD, des prises en compte au plus tôt. La data et la RGPD, la réglementation dans les années encore qui va toujours à venir. Qui va augmenter encore, oui, tout à fait. Oui. Les sujets à réglementation ne vont pas diminuer, on est d'accord, je pense. Voilà, Phil qui dit que c'est déjà une réalité. Et c'est pas nouveau. Là, par rapport à la question qui dit aujourd'hui ou dans le passé, hein, vous êtes tous à dire c'est déjà aujourd'hui. Hein. C'est intéressant aussi, des livrables directement utilisables et concrets, et côté métier et côté IT, c'est un vrai défi. Et puis, nouvelle plateforme, ok. Je passe à la question suivante. Même chose sur l'agile à l'échelle. Donc, on se dit que là, globalement, sur l'agile, on en a 25% qui disent que c'est très fortement. On a quand même tous disent que c'est au moins important. Alors, je vais juste zoomer sur les commentaires des 17%. Là. Ah, voilà. Donc, la personne qui répond que c'est peu impactant, c'est parce que les projets en mode agile sont peu nombreux. Donc, donc finalement, on est d'accord que ça va impacter demain, en tout cas quand il y aura des projets agiles. Ok, je passe à la troisième, parce que je vois le temps qui s'écoule. Là aussi, on a plutôt une relative unanimité sur le fait que ça impacte fortement. Je vais passer rapidement sur les commentaires. La data est la base de l'IA, oui, c'est un des constats. Les approches data-centriques. La maille de connaissance du SI devient plus granulaire, donc il faut être de plus en plus précis et entrer en dessous de l'application. Et il y en a même pour qui la data est devenue le cœur d'un métier. Donc voilà. Je passe à la question suivante. Technologie. Oui, alors c'est moins. Déjà, le très fortement est quand même moins marqué, hein, on peut le noter. Ça revient à ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure. Les technologies, il y aura toujours des technologies et voilà, c'est moins net que les autres inducteurs. Hein. En tout cas, en plus, quand on se pose la question de l'impact sur la trame d'activité, ce facteur-là, dans les discussions du groupe de travail, on dit, ouais, mais c'est déjà présent et ça sera toujours comme ça et ça ne va pas changer. Je vais dans la collaboration. La collaboration, 80% qui pensent que ça impacte fortement, très fortement leur activité. Voilà, je passais pareil sur les commentaires de ceux qui ont mis modérément, mais il faut renforcer le travail collaboratif. C'est déjà présent, tant mieux. Que la famille d'inducteurs, sobriété numérique et responsabilité sociétale et environnementale impacte aujourd'hui ou va impacter fortement votre activité. Attention. Ah, c'est plus mitigé, hein, quand même. En fait, la façon dont est posée la question est intéressante parce que ça ne va pas forcément remettre en cause la question, votre activité. Beaucoup d'interactions, de portage de mission sobriété numérique, plus large avec l'éthique. C'est un expert qui parle. Il dit on en est loin et d'autres priorités dans l'entreprise. Oui, d'accord. Je peux poser une question, Oui. poser une question. Pourquoi la sobriété numérique et le RSE n'ont pas été mis dans la famille réglementaire, etc.
Pourquoi l'avoir laissé, je dirais, en tant que famille indépendante, alors que vraisemblablement, un des drivers forts va être, je dirais, l'attente à la fois du public, bien sûr, hein, en matière de comportement, et puis sans doute des réglementations aussi qui vont arriver en chaîne pour essayer de limiter l'impact. Et puis le RSE est déjà une contrainte externe, hein. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, et puis Eric me corrigera, c'est que je pense que la réponse est dans ta question, c'est que les réglementations, elles vont arriver. Pour l'instant, elles ne sont pas là et on est plutôt, je pense, dans une approche de volontariat et de... Elles sont là pour le RSE en tous les cas. Sinon, il n'y aurait pas de RSE en entreprise. Oui, d'accord. Après, dans le RSE, si on parle de l'éthique, là aussi, dans la dimension éthique, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui fait que je choisis telle ou telle solution en fonction de qui travaille derrière et quoi, sur des politiques achats et autres. Est-ce qu'on peut influencer sur ce sujet-là en tant qu'architecte? Je ne pense pas qu'on ait de cadre réglementaire qui nous impose aujourd'hui de réfléchir à ces méthodes de sourcing sur les couches techniques. C'est un peu ça qu'on... Il y en a certaines, ne serait-ce que par le biais des réglementations américaines, par exemple, mais qui vont s'étendre à la Chine, à la Russie, à tout cet espace-là dans le cloud, hein. Mais bon, ok. Bon. C'était juste une question comme ça, parce que, bon, pour l'instant, Daniel... à m'occuper en famille, je me posais la question de la justification de le laisser à part, entre guillemets. Comme ça reste un travail interne à ce stade-là, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut s'interroger, bien être sûr de s'interroger spécifiquement sur le sujet, et je pense que si on le mettait dans le réglementaire, il serait un peu noyé. Ok. Ça me paraît une justification. Très opérationnel, voilà. Voilà, d'accord. Donc rapidement, ce qui est fait, hein, toute cette qualification des inducteurs qu'on vous a présenté, ce qui est en cours, un travail sur ce qui peut et doit changer en termes de description d'activité de l'AE. Donc là, on est dans une analyse plus fine des impacts des inducteurs sur les activités de l'AE, et un travail sur ce qui peut et doit changer en termes de cas d'usage et en termes d'argumentaire de vente. Je vous en parlais au tout départ, et puis définir concrètement les modalités du chantier 2021. Ça, c'est ce qui restera à faire après l'été. Donc, un petit point sur ces cas d'usage et argumentaires de vente. Donc, pour vous présenter très rapidement la façon dont ça se passe aujourd'hui dans le guide de la trame des activités d'AE. Donc, on a sur des cas d'usage comme celui-ci, là, accompagner les métiers dans la transformation du SI. On a l'identification de plusieurs user stories, il y en a plus que 2 d'ailleurs pour ce cas d'usage. Et donc sur chacune de ces user stories, on a un descriptif entre guillemets de la user story. Donc là ici on voit faire le lien entre la stratégie métier et le SI, une autre user story, accompagner les métiers dans le pilotage de l'évolution du SI, qui est détaillé par tout un ensemble de descriptifs sur comment accompagner les métiers dans la définition et la priorisation des projets, accompagner les métiers dans l'évaluation des risques, accompagner les métiers dans le pilotage du patrimoine applicatif. Et on a une identification des activités qui vont être utiles pour soutenir donc cette user story. Sur les argumentaires de vente de l'AE qui sont développés dans la trame, donc là, il s'agit de montrer les apports de valeur. Donc, on a l'identification de sujets d'apport de valeur de l'architecture d'entreprise. Ici, dans l'exemple pris, éclairer les choix sur la transformation du SI au service des métiers. Et on a tout un ensemble d'apports détaillés là qui sont définis, détaillés, pardon. Et on voit de quelle façon, en fait, potentiellement, l'argument va toucher une des cibles de parties prenantes privilégiées, donc le DSI lui-même, les équipes projets, les directions métiers. Et donc, certains argumentaires ne concernent pas forcément toutes les cibles. L'appréciation des risques d'architecture, ça va concerner le DSI, les directions métiers, mais peut-être moins les équipes projets. Et là aussi, donc, on a une identification de toutes les activités de la trame où on va pouvoir trouver des ressources qui viennent nourrir cet argumentaire sur l'apport de valeur de l'architecture d'entreprise. Donc en fait, on avait un petit klaxon là qu'on va faire très rapidement parce qu'on arrive à moins une minute de la fin sur l'utilisation de la trame. Donc 3 cas d'usage sont développés.
créer une structure en charge d'animer les activités d'architecture d'entreprise en partant de zéro, ce qui démarre, contribuer à la maîtrise de l'évolution des coûts du SI, accompagner les métiers dans la transformation du SI, c'est l'exemple que je vous ai légèrement détaillé là. Et dans les argumentaires de vente, on en a 5. Donc, faire partager une vision commune du système d'information, faciliter la communication entre tous les acteurs, éclairer les choix sur la transformation du SI au service des métiers, c'est celui que je vous ai détaillé à l'instant, améliorer la performance des projets SI et de l'évolutivité du SI, optimiser, rationaliser le patrimoine applicatif, donc là on est plutôt tourné sur l'existant, le SI existant, améliorer la gestion et la cohérence du patrimoine d'information. Ce qu'on voulait avoir comme avis de votre part, au vu des inducteurs dont on a parlé, qu'on vous a présentés, de quelle façon pensez-vous que cela impacte, on va dire, les cas d'usage? Alors quand on dit impact, c'est pour vous, est-ce que ça va nécessiter, dans l'un des 3 cas, on va les réafficher, dans l'un des 3 cas, pensez-vous que ça va modifier la façon de les aborder? Mais c'est surtout, est-ce que pour vous, il y aurait d'autres cas d'usage qu'il faudrait à ce moment-là soutenir dans le cadre du nouveau guide? Et de la même façon, sur les argumentaires de vente, pour vous, est-ce que ça va vraisemblablement impacter fortement un de ces argumentaires de vente qui cherche à montrer les apports de l'architecture? Et surtout, donc là aussi, pour vous, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre apport de valeur et argumentaire de vente à mettre en avant et à détailler dans le cadre de la nouvelle version du guide et de la trame? En fait, il y a 4 questions. Les 3 premières, c'est les 3 cas d'usage qui sont là, vous pensez qu'ils sont impactés ou pas? Et la 4e, comme vient de le dire Michel, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait du coup développer un nouveau usage au regard des familles d'inducteurs qu'on vient de parcourir? Et donc là, ce qu'on souhaiterait avoir surtout, c'est votre éclairage sur d'autres cas d'usage à développer. Vous êtes en train de faire là, en fait, on a dans nos travaux en cours, comme le disait Michel tout à l'heure, on est en train de détailler sur toutes les activités là. Et on a une dernière session en juillet. Et dans la dernière session en juillet, on va traiter ces sujets-là. Donc, avec le groupe de travail, on ne les a pas encore commencés. Est-ce que vos réponses-là vont nous être très utiles pour faire un entrant et très efficace dans notre atelier de juillet? Donc, on vous en remercie. On publiera les résultats ensuite dans la journée. Simon, pendant qu'ils répondent aussi sur c'était la dernière session de cette semaine et c'était, j'ai l'impression, un succès cette semaine. Tout à fait, oui, on est vraiment. Bon, c'est une formule complètement inédite pour le club. Et ça a vraiment, enfin, me semble-t-il, très très bien marché. On est dans des taux de présence de suivi qui sont entre 24 personnes comme ce matin, là, au moment où on a eu le plus de connectés, jusqu'à 37 personnes sur le point mardi sur la diversité des approches sur la data. Donc beaucoup de présence de participation de votre part. Les sessions ont été, me semble-t-il, vraiment dynamiques, bien rythmées, avec pas mal de klaxons. Enfin, de notre point de vue, ça semble-t-il vraiment assez bien marché. Par rapport au déplacement et mardi de tout le monde, on est sur une formule plus éco-responsable. Oui. Aussi. En tout cas, on va faire un retour sur les présentations. Je ne sais pas encore si on va faire ça en septembre, on doit y travailler la semaine prochaine. Donc vous avez, à la fois, bien évidemment, vous avez vu, il y a les différentes ressources qui ont été préparées par les différents animateurs responsables de projets. On a aussi enregistré donc ces sessions. On va voir de quelle façon on met tout ça à disposition et peut-être avant septembre en fait. Et bien on va s'arrêter là. Donc un grand merci à vous. Bonne journée, bon week-end aussi. À bientôt.